27. Donnez l'illusion de travailler dans l'intérêt des autres. La stratégie de l'alliance. La meilleure façon de faire progresser vos intérêts en fournissant peu d'efforts et sans répandre de sang est de vous créer un réseau d'alliances en constante évolution. Servez-vous des autres pour compenser vos faiblesses, faire le sale travail, combattre à votre place. Dépensez leur énergie à vous propulser. Toute la finesse de cet art consiste à savoir choisir ses alliés en fonction des besoins du moment pour combler les fissures de votre position. Offrez-leur des cadeaux, votre amitié, aidez-les si nécessaire. N'importe quoi pour les aveugler et les rendre tributaires de vous. Parallèlement, travaillez à dissoudre les alliances des autres, à affaiblir vos ennemis en les isolant. Vous formerez ainsi des coalitions utiles, tout en restant libre de tout mauvais attachement. L'allié parfait. En 1467, Charles de Charolais, dit le Téméraire, était âgé de 34 ans. Il apprit la nouvelle qu'il attendait secrètement depuis longtemps. Son père, duc de Bourgogne et connu sous le nom de Philippe le Bon, venait de mourir. Charles lui succédait. Le père et le fils s'étaient querellés des années durant. Philippe était un homme patient et terre-à-terre. Au cours de son règne, il avait progressivement étendu le territoire déjà considérable du duché de Bourgogne. Charles était plus ambitieux et belliqueux. Les terres dont il héritait étaient immenses. Elles comprenaient les Flandres, la Hollande, la Zélande et le Luxembourg, ainsi que l'important duché de Bourgogne lui-même. En tant que duc, Charles avait dorénavant le pouvoir et les moyens de réaliser la conquête dont il avait toujours rêvé, l'Allemagne actuelle et les territoires plus à l'est. Cependant, deux obstacles entravaient sa route. Il y avait d'abord les cantons suisses indépendants à l'est de la Bourgogne. Charles aurait à les incorporer par la force dans son territoire avant d'entrer dans le sud de l'Allemagne. Les Suisses étaient de fiers guerriers. Ils n'étaient pas prêts à se laisser envahir sans se défendre. Mais dans les faits, ils n'étaient pas de taille à faire face à l'armée bourguignonne. Le second obstacle était le roi de France, Louis XI, cousin de Charles et son rival de toujours. La France était alors un État féodal composé de plusieurs duchés comme la Bourgogne, tous vassaux du roi. Mais ces duchés étaient en réalité des puissances indépendantes qui pouvaient s'allier entre elles si le roi se risquait à les provoquer. La Bourgogne était le duché le plus puissant de tous, et tout le monde savait que Louis XI rêvait de se l'approprier pour enfin faire de la France une puissance unie. Mais Charles était confiant. Il se savait supérieur à son cousin à la guerre comme en diplomatie. Après tout, Louis XI était un homme faible et doux. Comment expliquer autrement son étrange engouement pour les cantons suisses? Depuis le début de son règne, Louis XI les avait assidûment courtisés, les traitant presque comme des égaux de la France. Il y avait de nombreux États autrement plus puissants, avec lesquels il aurait pu faire alliance pour gagner du pouvoir, mais il semblait obsédé par la Suisse. Peut-être se sentait-il une affinité avec leur mode de vie simple. Pour un roi, il avait des goûts plutôt frustes. Louis XI avait une aversion notoire pour la guerre et préférait acheter la paix, même à un prix élevé, que lever une armée. Charles devait donc frapper tout de suite, avant que Louis XI ne se réveille et ne commence à agir en véritable roi. Il établit donc un plan à la mesure de ses ambitions. Il se dirigerait d'abord vers l'Alsace, entre la France et l'Allemagne, et s'approprierait les faibles royaumes de la région. Il s'allierait ensuite au grand roi guerrier d'Angleterre, Édouard IV, qu'il persuaderait d'amener une armée à Calais. Ainsi, sa propre armée rejoindrait les Anglais à Reims, où Édouard IV serait sacré roi de France. Le duc et Édouard IV, alliés, ne feraient qu'une bouchée de l'armée de Louis XI. Le duc pourrait ensuite se diriger vers l'est pour prendre les cantons suisses, tandis qu'Édouard IV se dirigerait vers le sud. Ensemble,
il formerait une puissance dominante en Europe. En 1474, tout était en place. Édouard IV avait accepté le plan. Le duc se dirigea vers le nord du Rhin. Au tout début de ses manœuvres, il apprit qu'une large armée suisse avait envahi son pays natal, la Bourgogne. Cette armée avait été financée par le roi Louis XI lui-même. Cet acte était clairement un signal. Louis XI et les Suisses n'accepteraient aucune invasion des cantons, mais Charles avait suffisamment de troupes pour chasser les Suisses de Bourgogne. Il n'était pas homme à se laisser provoquer de la sorte. Les deux alliés paieraient le prix de cette invasion sauvage. Au cours de l'été de l'an 1475, l'armée anglaise, la plus vaste jamais rassemblée pour une invasion de la France, arriva à Calais sous le commandement personnel d'Édouard IV. Charles alla à sa rencontre pour finaliser leur plan et trinquer à leur réussite. Puis il retourna à ses propres troupes qui traversaient la Lorraine, en prévision de la Grande Alliance avec les forces anglaises à Reims. Mais une nouvelle perturbante parvint aux oreilles de Charles. Ses espions à la cour de France lui rapportèrent que Louis XI avait entamé des négociations secrètes avec Édouard IV. Apparemment, il avait convaincu le roi anglais que Charles se servait de lui et que l'on ne pouvait lui faire confiance. Sachant que les finances anglaises étaient en difficulté, Louis XI lui avait proposé des conditions de paix généreuses, comprenant notamment une importante pension annuelle versée directement au roi et à sa cour. Il lui avait offert de grands festins bien arrosés. Ainsi, au plus grand désarroi du duc, Édouard IV céda, signa le traité et repartit outre-Manche avec ses hommes. À peine le duc avait-il appris ces nouvelles désastreuses que Louis XI lui envoya des émissaires afin de négocier une trêve de long terme entre la France et la Bourgogne. C'était typique de ce roi. Ses actes étaient totalement irréfléchis et contradictoires. Que croyait-il? S'il signait cette trêve, le duc pourrait marcher sur les cantons suisses en toute confiance, sachant que la France n'interférerait pas. Peut-être le roi était-il guidé par sa grande peur de la guerre? Trop heureux, Charles signa la trêve sans hésiter. Les Suisses étaient scandalisés. Louis XI était leur allié, et alors que le danger menaçait, ils les abandonnaient. Mais ils avaient l'habitude de se battre seuls. Il ne leur restait plus qu'à mobiliser chaque homme en âge de combattre. À la fin de l'hiver 1477, Charles le Téméraire, impatient de gagner, traversa le Jura vers l'est. Les Suisses l'attendaient de pied ferme près de la ville de Grandson. C'était la première fois que le duc se battait contre les Suisses. Ce fut pour lui une surprise totale. La bataille commença au son inquiétant des cors suisses qui résonnaient dans les montagnes, créant un tintamarre effrayant. Puis des milliers de soldats suisses dégringolèrent les versants et s'abattirent sur les Bourguignons. Ils se déplaçaient avec une précision incroyable, organisés en phalanges qui, hérissés d'énormes pics, étaient semblables aux aiguilles d'un hérisson géant en mouvement. Les flancs et les arrières étaient protégés par des hallebardiers qui faisaient tournoyer leur masse d'armes. C'était une vision de cauchemar. Pour briser les phalanges, le duc lança sa cavalerie en plusieurs vagues qui se firent massacrer les unes après les autres. Sa lourde artillerie était difficile à déplacer en terrain montagneux. Les Suisses se battaient avec un extraordinaire courage et leur formation était impossible à percer. Une force de réserve suisse, cachée dans les bois à droite des Bourguignons, apparut soudain et attaqua. L'armée du duc se retira en désordre. La bataille finit en massacre, auquel le duc échappa miraculeusement. Quelques mois plus tard, les Suisses passèrent à l'attaque et entrèrent en Lorraine. En janvier 1478, le Téméraire contre-attaqua avec des forces affaiblies. Les Bourguignons furent de nouveau mis en déroute, et cette fois, le duc n'eut pas autant de chance. Son corps fut retrouvé sur le champ de bataille, le crâne fendu par une hallebarde suisse et le corps percé de lances.
Au cours des mois qui suivirent la mort de Charles le Téméraire, Louis XI absorba la Bourgogne, éliminant le principal obstacle féodal à une France unifiée. Sans le savoir, le duc avait largement contribué au plan de Louis XI, qui était de le détruire sans perdre un seul soldat français. Interprétation. Le roi Louis XI, surnommé l'universel à règne, était connu pour les toiles dans lesquelles il prenait au piège ses adversaires. Son génie était de toujours avoir une longueur d'avance et d'atteindre ses buts par des voies détournées. La plus grande de ses ambitions était de transformer la France, État féodal, en une grande puissance unifiée. L'obstacle majeur était la Bourgogne. Il ne pouvait l'affronter face à face. Son armée était trop faible comparée à celle de Charles le Téméraire, et il ne voulait pas prendre le risque de provoquer une guerre civile. Avant son couronnement, Louis XI s'était donc brièvement battu contre les Suisses et avait pu constater l'efficacité brutale de leur système de phalanges et l'avantage qu'ils avaient en terrain montagneux. Il les savait quasiment invincibles. Louis XI mûrit donc le plan de pousser Charles à envahir ces cantons où sa machine militaire serait littéralement broyée. Les fils de la toile de Louis XI étaient finement tissés. D'abord, il passa des années à courtiser les Suisses, à forger des liens qui les aveuglèrent quant à ses buts ultimes. Cette alliance brouilla les idées de l'arrogant duc bourguignon qui ne comprenait pas comment Louis XI comptait se servir d'un tel allié. Le roi savait aussi que, en poussant la Suisse à envahir la Bourgogne en 1474, cela ferait enrager le duc au point qu'il perdrait toute patience et se vengerait sans plus attendre. Lorsque Édouard IV arriva à Calais, le roi avait prévu cette invasion et y était préparé. Au lieu d'essayer de combattre ce puissant adversaire, il s'appliqua à amadouer le roi anglais pour rompre son alliance avec la Bourgogne en faisant appel à ses intérêts personnels. Sans risquer une seule bataille loin de chez lui, Édouard IV recevrait des avantages financiers trop importants pour être refusés. Gardant une longueur d'avance, Louis XI savait que, quand il se serait approprié le riche duché de Bourgogne, il pourrait sans effort payer Édouard IV. Abandonné par les Anglais, le Téméraire était isolé, mais toujours aussi déterminé à se venger de cette invasion de la Bourgogne. C'est là que Louis XI tendit la main au duc pour la signature d'un traité. Il débarrassait ainsi Charles du dernier obstacle qui l'empêchait de prendre les cantons suisses. Ce nouveau traité allait faire enrager ses amis suisses, mais qu'importait. Louis XI n'accordait pas beaucoup d'importance à cette amitié. Avec ou sans lui, les Suisses défendraient leurs terres. Patient et déterminé, ne quittant pas des yeux son objectif, Louis XI se servait de ses alliances comme de machines de guerre, afin de laisser les autres écraser les ennemis pour lui. Instinctivement, nous comprenons tous l'importance d'avoir des alliés. Toutefois, nous agissons souvent sous le coup de l'émotion et des sentiments, sans prendre le temps de réfléchir en stratège. Les alliances à faire ne sont pas toujours celles que l'on croit. On commet souvent l'erreur de penser que plus on a d'alliés, mieux c'est. Pourtant, la qualité importe plus que la quantité. Lorsqu'on a trop d'alliés, on court le risque inutile de se laisser entraîner dans les guerres des autres. Mais à l'inverse, certains pensent parfois qu'il suffit d'un seul allié puissant. Attention, ce type d'allié se sert généralement de vous, puis vous jette lorsque vous ne l'êtes plus utile, comme Louis XI le fit avec les Suisses. Il n'est jamais bon de ne dépendre que d'une personne. Enfin, on choisit parfois les alliés les plus sympathiques, ceux dont on pense qu'ils resteront loyaux. Mais nos émotions nous égarent. Les parfaits alliés sont ceux qui peuvent vous fournir quelque chose que vous ne pouvez obtenir seul. Ils ont les ressources dont vous manquez. Ils feront le sale travail, se battront à votre place. Comme les Suisses, ce ne sont pas toujours les plus évidents ou les plus puissants. Soyez créatifs. Cherchez des alliés à qui vous aussi vous avez quelque chose à offrir, afin d'établir un lien d'intérêt mutuel. Si vous perdez ce type d'alliés, vous n'en souffrirez guère. Vous ne vous sentirez pas trahi. Ce sont des outils éphémères.
Lorsque vous n'en avez plus besoin, il n'y a aucun mal à se détourner d'eux ou à s'en débarrasser. Les forces d'un puissant allié peuvent être utiles et bonnes pour ceux qui font appel à elles, mais dangereuses pour ceux qui en dépendent. Nicolas Machiavel, Le Prince, 1513. Les fausses alliances. Murray Bowen était, dans les années 1960, professeur de psychiatrie clinique à l'université de Georgetown et thérapeute familial mondialement connu. En novembre 1966, en rentrant chez lui à Waverly, dans le Tennessee, il dut faire face à une crise au sein de sa propre famille. Il faisait partie des notables de Waverly depuis plusieurs générations. Murray était l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. Le troisième enfant, un garçon surnommé June, s'occupait des affaires familiales depuis quelque temps. Toujours surmené, ayant le sentiment de n'être pas reconnu, June exigeait une part majoritaire du gâteau. Le père le soutenait, mais la mère était contre. Tous les membres de la famille prenaient parti. La situation était tendue. Au même moment, un deuil dans la belle famille de June toucha durement sa femme. Elle en fut si déprimée que cela finit par affecter la santé de June lui-même. La famille fut victime d'une réaction en chaîne et la sœur de Murray, l'avant-dernière et la moins stable, commença à ressentir des symptômes nerveux inquiétants. Mais Murray avait surtout peur pour son père, qui avait le cœur fragile. En tant que thérapeute familial, Murray Bowen avait déjà eu l'occasion d'étudier un phénomène qu'il appelait la vague d'anxiété. Un événement périphérique déclencheur d'un ouragan affectif, conduisant parfois à la mort du membre le plus âgé ou le plus vulnérable de la famille. Bowen devait à tout prix trouver le moyen de briser cette vague d'anxiété qui balayait sa propre famille. Le problème était que Bowen traversait lui-même une crise personnelle et professionnelle. Dans l'une de ses théories majeures, il soutenait que chaque membre d'une famille est en bonne santé dans la mesure où il parvient à se distinguer de sa fratrie et de ses parents, à affirmer sa propre identité et à prendre personnellement ses décisions tout en restant intégré et investi dans la famille. D'après lui, c'est une tâche difficile pour quiconque. Une famille fabrique une sorte d'ego collectif, un réseau affectif très serré. Il faut beaucoup d'efforts et de tentatives pour prendre son autonomie hors de ce système. Bowen savait que ce processus était indispensable pour tous, mais plus encore pour un thérapeute familial qui ne pouvait convenablement aider ses patients s'il n'avait pas su lui-même se différencier de sa propre famille. Il risquait de projeter ses problèmes personnels dans sa vie professionnelle. Et en effet, le professeur Murray Bowen, quinquagénaire qui avait travaillé des années durant sur ses relations avec sa famille, se retrouvait aspiré par la dynamique de groupe et régressait affectivement, incapable de penser par lui-même chaque fois qu'il rentrait dans le Tennessee. Cela le déprimait et le frustrait profondément. Il décida de tenter une expérience radicale lors de son prochain retour chez ses parents. Fin janvier 1967, June Bowen reçut une longue lettre de son frère Murray. Les deux hommes ne s'étaient pas écrits depuis un certain temps. June en voulait à son frère et l'évitait depuis plusieurs années parce qu'il sentait que leur mère prenait toujours le parti de Murray. C'était pourtant lui, June, qui s'occupait de l'entreprise familiale. Dans sa lettre, Murray répéta plusieurs ragots qui circulaient dans la famille au sujet de June, tout en lui disant que jugé trop sensible, il n'était pas censé les apprendre. Murray disait qu'il était fatigué de ces histoires, qu'il en avait assez qu'on lui explique comment s'occuper de son frère. Il préférait, affirmait-il, communiquer directement avec lui. Il termina la lettre en disant qu'il n'était pas nécessaire qu'il se croise la prochaine fois qu'il viendrait voir ses parents, puisqu'il lui avait dit tout ce qu'il avait à lui dire. Et il signa « Ton frère fouineur ». Quand il reçut cette lettre, June fut hors de lui. Murray l'avait délibérément exclu de la famille.
Quelques jours plus tard, leur plus jeune sœur reçut elle aussi une lettre de Murray où il disait qu'il avait entendu parler de sa dépression et qu'il avait demandé par écrit à June de s'occuper d'elle jusqu'à ce que lui, Murray, arrive. Il signa « Ton frère inquiet ». Cette lettre irrita autant la sœur que l'autre avait irrité June. Elle en avait assez qu'on la traite comme si elle était malade, cela ne faisait qu'accroître son stress. Après un court intervalle, Murray envoya une troisième lettre, cette fois-ci à sa mère. Il évoqua les lettres qu'il avait écrites aux deux autres. Il essayait de sortir la famille de la crise en attirant l'attention de tous sur lui-même. Il disait qu'il souhaitait perturber son frère et qu'il avait les moyens de le pousser encore plus loin si nécessaire, mais, prévint-il, il n'était jamais sage de livrer ses informations à l'ennemi. Aussi sa mère devait-elle garder tout ça pour elle. Il signa « Ton fils stratège ». Croyant qu'il avait perdu la raison, sa mère brûla la lettre. Ces lettres firent beaucoup jaser dans la famille. Tout le monde se jetait des accusations, disait ses angoisses et ses inquiétudes. C'était la panique, mais June était l'œil du cyclone. Il montra la lettre de Murray à sa mère, qui en fut très perturbée. June promit que lorsque Murray serait là, non seulement il ne l'éviterait pas, mais il l'affronterait face à face. Murray arriva à Waverly au début du mois de février. Lors du second soir de sa visite, à un dîner chez sa sœur, June arriva avec sa femme. Le père et la mère des deux frères étaient également présents. L'entrevue dura 2 heures et tourna surtout autour de Murray, de June et de leur mère. Ce fut une vraie dispute familiale. June, furieux, menaça de traîner son frère en justice pour diffamation et accusa sa mère de conspirer avec son favori. Lorsque Murray confirma qu'il était de mèche avec sa mère, que tout cela avait été planifié depuis bien des années, elle fut scandalisée, nia tout en bloc et déclara qu'elle ne dirait plus jamais rien à Murray. June rapporta ses propres ragots au sujet de son monsieur je-sais-tout de frère. Murray répondit que c'était amusant, mais qu'il en connaissait de bien meilleurs. Toute la conversation portait sur des questions personnelles et beaucoup d'émotions refoulées sortirent. Mais Murray resta étrangement détaché. Il s'assura de ne pas prendre parti. Personne n'était vraiment satisfait de ses réponses. Le jour suivant, lorsque Murray arriva chez June, celui-ci fut étonnamment heureux de le voir. Murray lui rapporta d'autres cancans familiaux, notamment une conversation où on lui avait dit à quel point June arrivait à gérer la situation au vu de tout le stress qu'il subissait. June, très touché, se mit à raconter ses problèmes à son frère. Il était très inquiet pour leur sœur et se demandait même si elle n'était pas attardée. Plus tard, Murray se rendit chez sa sœur et lui rapporta ce que June venait de lui dire. « Elle était tout à fait capable de se prendre en charge, » répliqua-t-elle, et en avait vraiment assez que sa famille se montre aussi intrusive. Il rendit ainsi visite à tous les membres de la famille. À chaque fois, lorsque quelqu'un commençait à cancaner ou tentait de mettre Murray de son côté, celui-ci déjouait la tentative par un commentaire neutre ou rapportait ses propos à la personne concernée. Lorsque Murray partit, tout le monde vint lui dire au revoir. La sœur semblait apaisée, tout comme le père. L'ambiance était remarquablement meilleure. Une semaine plus tard, la mère de Murray lui envoya une lettre qui se terminait ainsi. « Malgré tous ces hauts et ces bas, ton dernier séjour à la maison était de loin le meilleur. » Désormais, June écrivait régulièrement à son frère. Le conflit au sujet de l'entreprise familiale était désamorcé et réglé. Tout le monde attendait les visites de Murray, bien qu'il continuât à tout déballer systématiquement sans se mouiller. Murray mit plus tard cet incident par écrit et l'inclut dans tous ses enseignements sur la thérapie familiale. Ce fut pour lui le tournant de sa carrière. Interprétation.
La stratégie de Bowen, dans l'expérience qu'il mena sur sa famille, était très simple. Il fit en sorte qu'aucun membre de la famille ne puisse lui faire prendre parti ni l'inclure dans une sorte d'alliance. Il créa comme un tourbillon affectif pour sortir tout le monde de cette impasse, en visant notamment June et leur mère, les forces centrifuges de cette dynamique d'immobilisme. Il leur fit voir les choses d'une façon nouvelle, en les poussant à parler de leurs problèmes intimes au lieu de les éviter. Il prit sur lui pour rester calme et rationnel, ravalant son envie de plaire à tous et de fuir la confrontation. Au cours de son expérience, Bowen ressentit un sentiment merveilleux de légèreté, proche de l'euphorie. Pour la première fois de sa vie, il se sentait connecté à sa famille sans être submergé par les émotions. Il pouvait discuter, argumenter et plaisanter sans régresser, ni se forcer à être agréable. Ce comportement avec sa famille lui facilita considérablement la vie. Bowen nota également l'effet de ce comportement sur les autres. Cela rompait d'abord un mode de communication devenu habituel. June ne pouvait plus l'éviter, leur sœur n'intériorisait plus tous les problèmes de la famille, la mère ne se servait plus de lui comme d'une béquille. Puis ils furent tous attirés vers lui. Son refus de prendre parti leur permettait de s'ouvrir pleinement. L'impasse dans laquelle était la famille, les ragots et les secrets, les alliances non dites, furent brisées en un seul séjour. D'après Bowen, cela transforma définitivement les choses. Bowen appliqua cette théorie et sa pratique à un cercle plus large que celui de la famille. Il songeait notamment à son environnement professionnel, qui possédait un véritable ego familial et un système affectif qui le rongeait à chaque fois qu'il s'y plongeait. Les gens le forçaient à des alliances dont il ne voulait pas, critiquaient les collègues absents, rendaient impossible tout détachement. Cela n'aurait rien résolu que d'éviter ces conversations. Il serait resté affecté par cette dynamique de groupe en se montrant tout simplement incapable de la gérer. Mais il aurait également été frustrant pour lui d'écouter tout cela sans ouvrir la bouche. Bowen devait agir pour rompre la dynamique d'une façon ou d'une autre. Il usa de la même tactique qu'avec sa famille, et cela fut très efficace. Il sema le trouble tout en restant détaché, et, comme en famille, il nota le pouvoir considérable que lui conférait cette autonomie. Personne ne peut aller bien loin sans allié. Ceci dit, il faut savoir reconnaître un vrai allié d'un faux. Une fausse alliance provient d'un besoin affectif immédiat. Vous devez leur donner quelque chose de vous, et cela vous empêche de prendre vos propres décisions. Une bonne alliance répond aux intérêts des deux parties, chacune palliant les faiblesses de l'autre. Cela ne conduit pas à une perte d'identité au profit de celle du groupe. Il n'est pas question de s'inquiéter des problèmes affectifs des autres. Vous restez libre. Vous vous trouverez toujours dans des groupes fusionnels qui vous obligent à toutes sortes de fausses manœuvres et font appel à vos émotions. Il faut alors chercher une position de force et de pouvoir. Il s'agit de savoir interagir avec l'autre en restant autonome. Vous devez adroitement éviter les fausses alliances en vous montrant provoquant, ce qui empêchera les autres de vous piéger. Vous secourez la dynamique en visant les chefs et les troubles faits. Une fois que vous êtes à même de rester rationnel au sein du groupe, vous pouvez alors rejoindre une alliance sans investissement affectif. En tant que membre du groupe, mais affectivement autonome, vous en deviendrez vite le centre d'attention et de gravité. Passez à l'action sous le couvert d'aider l'intérêt de quelqu'un d'autre, mais en ne favorisant que votre intérêt au bout du compte. C'est le parfait stratagème pour réaliser vos ambitions, car l'avantage que vous semblez offrir ne sert qu'à influencer la volonté de l'autre. Il croira que ses intérêts sont bien servis, alors qu'ils desservent les vôtres. Balthazar Gracian, 1601-1658. Les clés de la guerre. Pour survivre et avancer dans la vie, nous sommes constamment obligés d'utiliser les autres, obtenir des ressources,
être protégé, trouver une compétence que l'on ne possède pas. Mais le terme utilisé en relations humaines est très mal connoté. On se sent en permanence tenu de rendre ses actions plus nobles qu'elles ne le sont. On préfère parler d'entraide, de partenariat, d'amitié. Mais ce n'est pas qu'une question de sémantique. Cette confusion est dangereuse et risquée. Lorsque vous cherchez un allié, vous avez un intérêt, un besoin à combler. C'est une question pratique, stratégique, dont dépend votre succès. Si les émotions et les apparences prennent le dessus et vous dictent vos alliances, vous êtes en danger. L'art de l'alliance relève de votre capacité à distinguer l'amitié de l'intérêt. Il faut tout d'abord comprendre que nous nous servons tous des gens qui nous entourent. Bowen est allé jusqu'à se servir de sa propre famille au cours d'une expérience pour résoudre un problème professionnel. Il n'y a aucune honte à cela, aucune culpabilité à avoir. De même, ne le prenez pas personnellement lorsque vous réalisez que quelqu'un se sert de vous. C'est une nécessité humaine et sociale. Une fois que vous avez compris cela, apprenez à faire ces alliances nécessaires et stratégiques, à vous unir à des personnes qui peuvent vous obtenir quelque chose que vous n'avez pas. Il faut que vous résistiez à la tentation de laisser vos émotions vous guider. Vos besoins affectifs seront assouvis par votre vie personnelle. Il faut savoir les laisser derrière soi lorsqu'on entre dans l'arène de la société. Les alliances qui vous seront le plus utiles sont celles où les deux parties se rendent mutuellement service. Vous ne tirerez rien de bon d'une alliance déterminée par les émotions, les amitiés ou les liens moraux. Montrez-vous stratégique dans vos alliances. Cela vous évitera de tomber dans les filets où tant de gens se débattent. Ces alliances sont des tremplins vers votre but. Au cours de votre vie, vous bondirez d'un tremplin à un autre, en fonction de vos besoins. Une fois arrivé en haut, vous devez les laisser derrière vous. Ce changement permanent reposant sur l'utilisation de vos alliés, c'est ce que l'on appelle le jeu d'alliance. Bien des principes clés du jeu d'alliance ont été établis à l'époque de la Chine antique. Le pays était composé de nombreux États dont la situation variait sans cesse. Faible un jour, puissante le lendemain, puis de nouveau faible. La guerre était une affaire dangereuse, car un État qui en envahissait un autre éveillait la méfiance de ses voisins et se retrouvait souvent perdant à long terme. À l'inverse, un État trop loyal vis-à-vis d'un allié se trouvait entraîné dans des guerres dont il ne pouvait se retirer et qui le conduisaient parfois à la ruine. Il était donc presque plus important de savoir faire de bonnes alliances que de savoir se battre. Les hommes d'État qui maîtrisaient cet art étaient plus puissants que les dirigeants militaires. C'est par le jeu d'alliance que l'État de Qin put s'étendre progressivement au cours de la période troublée de la guerre des Trois Royaumes, de 403 à 221 avant Jésus-Christ. L'État de Qin s'alliait à des États lointains et attaquait ses voisins. L'État envahi ne pouvait compter sur ses voisins puisqu'ils étaient alliés à celui de Qin. Si Qin devait combattre un ennemi qui avait un allié important, il s'attachait d'abord à dissoudre cette alliance en semant la zizanie, en répandant des rumeurs, en achetant l'un des deux partis. L'alliance finissait par se rompre, puis Qin envahissait les deux États, l'un après l'autre. Progressivement, il avala ainsi tous les États voisins, jusqu'à ce que, à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, il parvint à unifier toute la Chine, ce qui n'était pas une mince affaire. Pour jouer un bon jeu d'alliance, de nos jours comme du temps de la Chine antique, il faut être extrêmement réaliste, penser loin et rester souple. L'allié d'aujourd'hui sera peut-être l'ennemi de demain. Il n'y a aucune place pour les sentiments. Si vous êtes faible mais intelligent, vous pouvez arriver à vous hisser en position de force en maniant correctement vos alliances. L'approche inverse est d'avoir un unique allié important et de s'y attacher. La priorité est alors donnée à la confiance et à la valeur de la relation. Cela fonctionne en temps de paix, mais en période de trouble, malheureusement plus fréquente, cela risque de vous mettre dans l'embarras.
Un jour ou l'autre, des divergences d'intérêts émergeront, et il sera alors difficile de vous détacher d'une relation où les sentiments auront pris une place trop importante. Mieux vaut miser sur le changement afin de garder un maximum de portes ouvertes, et baser vos alliances sur la nécessité et non sur la loyauté et les valeurs morales. À l'âge d'or d'Hollywood, les actrices étaient tout en bas de l'échelle du pouvoir. Leur carrière était très courte, la plus grande des stars pouvait être remplacée en quelques années seulement par une plus jeune. Les actrices devaient rester fidèles à leur studio avant de subir, impuissantes, leur mise à l'écart. Joan Crawford fut celle qui parvint à renverser la tendance en jouant à sa manière un jeu d'alliance. En 1933, par exemple, elle rencontra le scénariste Joseph Mankiewicz, qui était alors un timide jeune homme à l'aube d'une belle carrière. Crawford remarqua immédiatement son talent et trouva le moyen de se lier d'amitié avec lui, à la plus grande surprise de ce dernier. Il lui écrivit 9 scénarios, ce qui rallongea considérablement la carrière de la star. Crawford courtisait aussi les caméramens et les photographes, qui passaient du temps à travailler les éclairages et les prises de vue, à la rendre encore plus belle qu'elle n'était. Elle agissait de même avec les producteurs responsables de scénarios qu'elle convoitait. Crawford faisait souvent alliance avec de jeunes talents qui avaient besoin du soutien d'une star. Puis elle rompait aimablement ou jetait tout simplement son contact aux oubliettes lorsqu'il ne lui servait plus. Elle n'était pas non plus fidèle à son studio, ni à qui que ce fût en réalité. Elle n'était fidèle qu'à elle-même. Son approche froide et détachée de son réseau d'alliances lui permit d'éviter le piège dans lequel la plupart des actrices se trouvaient enfermées. La clé pour jouer à ce jeu est d'identifier la personne la plus à même de servir vos intérêts à un moment donné. Ce n'est pas forcément la plus puissante, celle qui paraît pouvoir vous aider le mieux. Vos alliances doivent répondre à un besoin particulier, combler une lacune spécifique. Les grandes alliances entre deux grandes puissances sont généralement les moins efficaces. L'armée de Louis XI était particulièrement faible. Les Suisses, même s'ils n'avaient qu'un rôle mineur sur la scène politique européenne, étaient les alliés parfaits. Il les avait repérés depuis longtemps et cultiva donc pendant de nombreuses années cette alliance à laquelle ses ennemis ne comprenaient rien. Lyndon Johnson, alors qu'il n'était encore qu'un jeune et ambitieux assistant au Congrès à Washington, réalisa qu'il lui manquait des pouvoirs et des talents pouvant le conduire au sommet. Il apprit à s'entourer. Lorsqu'il réalisa l'importance de l'information au Congrès, il s'appliqua à s'allier aux personnes qui détenaient des postes clés, du haut en bas de l'échelle, sur la chaîne d'information. Il était particulièrement bon avec les vieux messieurs, qui appréciaient la compagnie d'un jeune homme vif et qui se complaisaient dans ce rôle paternel et protecteur. Progressivement, le petit enfant pauvre du Texas se hissa au sommet, uniquement porté par son excellent réseau d'alliances. Les cyclistes de course pratiquent aussi souvent la stratégie consistant à rester juste derrière le meneur. Celui-ci brise le vent pour vous et vous ouvre la voie. À la dernière minute, vous sprintez. C'est le summum de la stratégie. Laissez les autres ouvrir la route et gaspiller de l'énergie pour vous servir. L'un des stratagèmes les plus efficaces du jeu d'alliance est de commencer par feindre d'aider une personne ou une cause pour servir vos intérêts par la suite. Vous en trouverez sans difficulté. Ces personnes ont un besoin manifeste à combler, une faiblesse temporaire que vous pouvez les aider à dépasser. Une fois qu'elles sont vos obligées, vous en faites ce que vous voulez. Vous vous mêlez de leurs affaires, vous usez de leur énergie. L'émotion que vous créez aveugle votre allié quant à vos intentions ultérieures. L'artiste Salvador Dali était un adepte de cette tactique. Si par exemple quelqu'un avait besoin d'argent, Dali arrivait à sa rescousse et organisait un bal ou un événement quelconque pour lever des fonds. La personne dans le besoin ne pouvait résister. Dali connaissait le tout Hollywood.
Il trouvait toutes sortes d'aides pour organiser l'événement. En 1941, lors de sa fameuse nuit en forêt surréaliste à Pebble Beach en Californie, dont les bénéfices devaient aller aux artistes affamés d'une Europe déchirée par la guerre, Dali fit venir une girafe vivante, suffisamment de pain pour recréer une véritable forêt, le plus grand lit du monde, une épave d'automobile et des milliers de paires de chaussures dans lesquelles fut servi le premier plat. La fête fit beaucoup de bruit et récolta une publicité considérable. Mais comme souvent avec Dali, les dépenses excédèrent largement les recettes. Il ne resta rien pour les pauvres artistes européens affamés. Et étonnamment, toute la publicité profita à Dali, qui en sortit plus célèbre et avec de puissants alliés. Une variation du jeu d'alliance est de jouer le médiateur, le pivot autour duquel les autres puissances tournent. Tout en restant indépendant, vous contraignez les autres à se battre pour vous avoir de leur côté. C'est ainsi que le prince Clemens von Metternich, ministre des Affaires étrangères autrichien sous l'ère napoléonienne et bien après, restaura l'Autriche en tant que puissance européenne. La situation géographique de l'Autriche l'y aida grandement. Les États voisins avaient un besoin vital de cet allié. Même durant le règne de Napoléon, alors que l'Autriche était au plus mal et que Metternich devait caresser les Français dans le sens du poil, il parvint à éviter des alliances trop étroites. Il n'allia l'Autriche à la France par aucun traité officiel, mais ligota affectivement Napoléon en le faisant pénétrer dans la famille royale autrichienne. Toutes les grandes puissances européennes restaient à portée de main, l'Angleterre, la France, la Russie, et toutes tournaient autour de l'Autriche, même si celle-ci n'était plus une grande puissance militaire. L'intérêt de cette variation est que, tout en gardant une position centrale, vous gagnez un pouvoir considérable. En vous plaçant par exemple à un point critique de la chaîne d'information, non seulement vous savez tout, mais en outre vous contrôlez l'information diffusée. Ou bien vous produisez quelque chose d'indispensable pour les autres, qui les rend dépendants de vous, et vous voilà doté d'une influence certaine. Ou bien, enfin, vous jouez le médiateur dans un conflit que tout le monde veut résoudre. Quoi qu'il arrive, cette position centrale vous assure le pouvoir, tout simplement parce que vous êtes à la fois indépendant, mais courtisé de tous. Dès lors que vous entrez dans une alliance durable, vous amputez votre pouvoir. La clé du jeu d'alliance est de savoir manipuler les alliances des autres jusqu'à les détruire, d'apprendre à semer la zizanie parmi vos adversaires afin qu'ils s'affrontent les uns les autres. Il est aussi essentiel de savoir faire des alliances que de savoir briser celles des autres. Lorsque Hernando Cortés arriva au Mexique en 1519, il dut affronter des centaines de milliers d'Aztèques avec à peine 500 hommes. Mais il savait que beaucoup de petites tribus mexicaines en voulaient à l'Empire aztèque. Il fissura donc leurs alliances. Il raconta par exemple à un chef de tribu des histoires horribles concernant l'empereur aztèque, et par la suite, le chef fit exécuter les émissaires aztèques qui lui rendirent visite. Bien entendu, l'empereur n'apprécia guère et la tribu se retrouva isolée, en grand danger. Elle demanda donc la protection de Cortés. Ce dernier se servit beaucoup de cette version négative du jeu d'alliance, jusqu'à ce que tous les alliés des Aztèques deviennent les siens. Le but est ici de briser la confiance. Poussez l'un des deux partis à soupçonner l'autre, répandez des rumeurs, insinuez des doutes sur les motivations des gens, liez-vous à l'un pour rendre l'autre jaloux. C'est là diviser pour mieux régner. Ainsi, vous créez un tourbillon d'émotions, frappant d'un côté puis de l'autre, jusqu'à ce que les alliances chancellent. Tout le monde finit par se sentir menacé. Par la manipulation, vous les obligez tous, petit à petit, à venir demander protection. Si votre ennemi a beaucoup d'alliés, même importants, même nombreux, ne vous inquiétez pas. Comme disait Napoléon, « Donnez-moi des alliés à combattre ». À la guerre, les alliances ont souvent des problèmes de commandement et d'autorité. Le commandement divisé est le pire de tous.
Les dirigeants sont obligés de débattre, de voter, de s'entendre et de s'accorder avant de passer à l'action. Ils sont aussi rapides que des escargots. Lorsque Napoléon se trouvait face à une grande alliance, ce qui lui arriva souvent, il visait d'abord le maillon faible, le partenaire le plus récent. Lorsque celui-ci s'effondrait, toute l'alliance se délitait d'elle-même. Napoléon recherchait les victoires rapides sur le terrain, même petites, car nulle force n'est plus aisément découragée par une défaite qu'une force alliée. Enfin, méfiez-vous. On vous reprochera de jouer ce jeu d'alliance. On vous traitera d'incapable, d'immoral, de perfide. Ces accusations elles-mêmes font partie d'une stratégie. C'est une offensive morale. Voir chapitre 25. Pour défendre leurs propres intérêts, vos ennemis tenteront de vous culpabiliser ou de saper votre réputation. Ne vous laissez pas atteindre. Le seul véritable danger est que votre réputation empêche finalement les autres de s'allier à vous. Mais l'égoïsme fait loi. Si on vous a vu rendre des services à d'autres par le passé et que vous êtes capable de faire la même chose aujourd'hui, vous trouverez toujours des partenaires. En outre, restez loyal et généreux tant que vous y trouvez votre compte. Et lorsque l'on verra que vous ne vous laissez pas attirer par le leurre d'une amitié et d'une fidélité permanente, l'on vous respectera, vous verrez. Beaucoup seront intrigués et séduits par votre jeu réaliste et intelligent. Image, les pierres du gué. Le courant est rapide et dangereux, mais il faut bien traverser à un moment ou à un autre. Quelques pierres désordonnées peuvent vous conduire de l'autre côté. Si vous hésitez trop longtemps sur l'une d'elles, vous perdez l'équilibre. Si vous allez trop vite ou que vous en ratez une, vous glissez. Vous devez sauter légèrement de l'une à l'autre sans jamais vous retourner. Autorité. Défiez-vous des alliances sentimentales où la conscience d'avoir fait un beau geste est la seule compensation en échange d'un noble sacrifice. Otto von Bismarck, 1815-1898. A contrario. Lorsque vous vous prêtez à un jeu d'alliance, votre entourage fait de même et vous ne pouvez en vouloir à quiconque. Au contraire, il faut rentrer dans ce jeu. Mais attention, il est certaines personnes avec lesquelles l'alliance est dangereuse. On les reconnaît au harcèlement dont elles sont capables. Elles font le premier pas, essaient de vous aveugler par des offres alléchantes et des promesses merveilleuses. Pour que l'on ne se serve pas de vous sans que vous n'ayez rien en retour, cherchez clairement les bénéfices tangibles que vous tirerez de ce rapprochement. S'il vous semble douteux ou difficile à obtenir, réfléchissez-y à 2 fois avant de conclure l'alliance. Renseignez-vous sur les précédents alliés de la personne, sur sa cupidité, ses rapports aux autres. Méfiez-vous de ceux qui parlent bien, qui sont charmants, qui font de grands discours sur l'amitié, la loyauté, l'altruisme. Les plus beaux parleurs sont ceux qui font appel à vos émotions. Surveillez bien vos intérêts et ne vous laissez jamais distraire.